Il est 19h45, c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. 4 morts, des dizaines de blessés dans une collision ferroviaire en République tchèque entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises. Détail à suivre dans cette édition. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a effectué une tournée africaine. Il a été reçu par le président de transition burkinabé Ibrahim Traoré. Au centre de leurs échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. Après le Burkina Faso, la Guinée et le Congo-Brazzaville, le ministre Sergueï Lavrov s'est rendu à N'Djamena où il a rencontré le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. C'est tout pour les titres que nous développerons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. 4 personnes mortes et des dizaines d'autres blessées dans une collision ferroviaire ce mercredi soir. Un crash entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises dans le centre de la République tchèque selon les services de secours. L'accident s'est produit peu avant 21h GMT près de la gare de Pardubis à environ 100 km à l'est de Prague selon la télévision publique. Aimé de l'INASSO. Au moins 4 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une collision entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises mercredi soir dans le centre de la République tchèque, selon les services de secours. 4 passagers ont subi des blessures qui ont conduit à leur mort, a déclaré Alena Kisiala, porte-parole des services de secours locaux à la télévision publique tchèque. Évoquant un grand désastre, le premier ministre Petr Fiala a présenté ses condoléances. Nous pensons tous aux victimes et aux blessés, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux X. Selon la télévision publique, l'accident s'est produit peu avant 21h GMT près de la gare de Pardubis, à environ 100 mètres à l'est de Prague. Environ 300 passagers, dont de nombreux étrangers, se trouvaient à bord du train, a-t-elle indiqué, en montrant des images d'un wagon ayant déraillé, des rescapés montant dans des autobus près de la gare principale de Pardubis. Une soixantaine de pompiers, des hélicoptères et 9 ambulances ont été mobilisés selon les services de secours. Arrivé sur place vers 23h GMT, en même temps que le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur Vít Rakusan a déclaré que la plupart des blessés étaient légèrement atteints et que les passagers indemnes étaient provisoirement hébergés dans la gare de Pardubis. Le train de la compagnie privée RegioJet reliait Prague à la ville ukrainienne de Chop, frontalière de la Slovaquie. Arrivé au Burkina Faso mardi soir, dans le cadre d'une tournée africaine, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a rencontré mercredi matin le chef du régime militaire, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre Lavrov a effectué une mini-tournée en Afrique de l'Ouest et centrale parsemée de propos aux accents anti-occidentaux. Yves Ismaël. Le nombre d'instructeurs russes au Burkina Faso va augmenter, a affirmé mercredi 5 juin à Ouagadougou le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Lors d'une visite dans ce pays dirigé par un régime militaire dont Moscou s'est rapproché. Depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré, Ouagadougou a tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale et partenaire historique, pour se rapprocher notamment de la Russie. Nous entretenons des relations de longue date avec le Burkina Faso et avec l'arrivée du président Traoré au pouvoir, ces relations ont reçu une nouvelle impulsion, a affirmé le chef de la diplomatie russe. Le Burkina Faso est confronté depuis près de 10 ans à des violences terroristes qui ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Je n'ai aucun doute que grâce à cette coopération, les poches de terrorisme qui restent au Burkina Faso seront détruites, a prédit M. Lavrov. Outre la Russie, le Burkina Faso s'est aussi rapproché de ses 2 voisins, le Mali et le Niger, confrontés eux aussi aux attaques terroristes et également gouvernés par des régimes militaires, arrivés au pouvoir par des putschs. Les 3 pays ont annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils accusent notamment d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans la lutte contre les terroristes. Le Burkina Faso constituait la 3e étape de la tournée africaine de M. Lavrov après la Guinée et le Congo, où il a notamment vilipendé l'Occident et ses supposés objectifs anti-russes en Ukraine notamment. Après la Guinée, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s'est rendu à N'Djamena où il a rencontré le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Il
s'agit de la dernière étape d'une tournée du ministre Lavrov dans les pays africains avec la promesse d'un soutien militaire plus important contre les djihadistes. Ngena Ondoum Cynthia. Des dizaines de Tchadiens, drapeaux tricolores russes en main, étaient rassemblés au niveau de l'aéroport international à Sandiamous pour accueillir ce mercredi 5 juin la délégation conduite par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Après la Guinée, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s'est rendu à N'Djamena dans le cadre de sa 6e visite sur le continent africain en 2 ans. Cette escale de 5 heures dans le pays a été menée au pas de charge. Aussitôt, après avoir posé le pied sur le sol tchadien, accueilli sur le tarmac de l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala, Sergueï Lavrov a pris la direction du palais présidentiel. Il s'est entretenu moins d'1 heure avec le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, avant de retrouver à nouveau son homologue tchadien pour une réunion au ministère des Affaires étrangères. Lors d'une conférence de presse à l'issue de cet entretien, Sergueï Lavrov a annoncé que la Russie allait développer la coopération avec le Tchad afin de renouveler l'accord militaire en vigueur depuis 2013 pour le faire correspondre aux objectifs du Tchad, dit-il. Il a ensuite assuré N'Djamena du soutien de Moscou face aux enjeux sécuritaires, notamment face à la menace terroriste. Le chef de la diplomatie russe s'est également engagé à augmenter la coopération en matière économique et commerciale. Moscou et N'Djamena ont intensifié leur coopération ces dernières années. Alors, le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno avait rencontré le président russe Vladimir Poutine en janvier, qualifiant la Russie de pays frère. Environ 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont procédé mercredi 5 juin à la remise de 14 corps de victimes de cette crise. Une cérémonie très sobre s'est tenue dans la principale morgue d'Abidjan pour restituer une partie des corps des personnes tuées lors de la violence dans les communes d'Abobo et Yopougon. Commentaire de la rédaction. 14 corps de personnes tuées lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, qui a fait quelques 3000 morts, ont été remis par le gouvernement à leurs familles lors d'une cérémonie mercredi 5 juin à Abidjan. La cérémonie a eu lieu dans des locaux de l'entreprise de pompes funèbres Ivocep. Une centaine de personnes étaient réunies, dont les familles des victimes et membres du gouvernement. Ces 14 corps que nous remettons ont été conservés après la crise post-électorale de 2010-2011 pour nécessité d'enquête et d'identification, a expliqué le ministre. En 2010, la victoire à l'élection présidentielle d'Alassane Ouattara, toujours au pouvoir, contextée par le sortant Laurent Gbagbo, avait débouché sur plusieurs mois de violence qui avaient fait environ 3000 morts dans les 2 camps. Une somme de 1 500 000 francs CFA, quelques 2300 € ont été remis par le gouvernement à chaque famille, par chèque à la fin de la cérémonie. Les démarches administratives et judiciaires et l'authentification des corps avant qu'ils ne soient restitués ont débuté en 2013, a indiqué Belmondo Dogo. 47 corps avaient déjà été remis à leur proche en mars 2023 dans l'ouest du pays, région particulièrement endeuillée par la crise. Il nous restait 6 corps à restituer à Douekoué, mais cela se fera dans les semaines à venir, a ensuite annoncé Madame Dogo à la presse. Au total, 67 dépouilles ont donc été remises officiellement, mais des corps ont été récupérés par les familles en dehors de l'initiative de l'État et d'autres n'ont pas encore été identifiés. La ministre n'a pas souhaité donner les chiffres à ce propos. À quelques mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, les sénateurs républicains bloquent une loi garantissant un droit à la contraception proposée par les démocrates. C'est dans le but d'attirer l'attention sur les menaces pesant selon eux sur l'avortement et les droits reproductifs. Commentaire de Rassem Mordim Leila. Les sénateurs républicains ont bloqué mercredi une loi garantissant un droit à la contraception que les démocrates proposaient
afin d'attirer l'attention sur les menaces pesant, selon eux, sur l'avortement et les droits reproductifs à quelques mois de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et cette loi aurait garanti aux Américains le droit de se procurer et d'utiliser des préservatifs et des stérilés et d'autres méthodes de contraception et aux prestataires de santé le droit de les prescrire et de prodiguer des conseils sans interférence des autorités. Un sondage récent de la Kaiser Family Foundation montre qu'un Américain d'âge adulte sur 5 craint que la contraception soit un droit menacé qui risque d'être supprimé après les limitations au droit à l'avortement mises en place dans des États conservateurs depuis 2 ans. Dans un monde parfait, une loi garantissant un droit à la contraception sans interférence des autorités ne devrait pas être nécessaire, mais étant donné l'érosion des droits reproductifs en Amérique à l'heure actuelle, elle est absolument vitale, a déclaré le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Lors d'un vote préliminaire, le projet de loi n'a pas reçu le soutien d'au moins 60 sénateurs sur 100, empêchant qu'il soit étudié. Les démocrates ont une très courte majorité au Sénat. Ces derniers insistent particulièrement sur la question des droits reproductifs depuis que la Cour suprême, dominée par des juges conservateurs depuis la présidence de Donald Trump, a aboli la garantie fédérale du droit à l'avortement en 2022. Des dizaines de manifestants dans les rues de Quito pour exiger la suppression de plus de 400 torchères de l'industrie pétrolière en Amazonie, connue dans le pays sous le nom de Mecheros. Ceci conformément à la décision de la Cour constitutionnelle dans un arrêt de 2021. La Cour constitutionnelle avait déclaré que ces torchères constituaient une violation des droits fondamentaux de la population à la santé et à un environnement sain. Yves Ismaël. Des organisations indigènes équatoriennes et des groupes de défense de l'environnement ont protesté mercredi contre la compagnie pétrolière publique Petroecuador, affirmant qu'elle ne se conformait pas à une décision de justice lui enjoignant de fermer les torchères en Amazonie, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il les fermait. En 2021, un tribunal provincial de la province du Sucumbíos a ordonné à Petroecuador et à une poignée d'opérateurs privés d'arrêter au moins 486 torchères dans les zones habitées d'ici mars 2023 et dans les zones rurales d'ici à 2030. Les torchères brûlent le gaz naturel émis lors de la production de pétrole lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure pour les capturer. Les habitants de la région qui dénoncent depuis longtemps la lenteur des progrès en matière de fermeture ont déclaré que Petroecuador se contentait d'éteindre les torchères et d'envoyer les gaz vers les plus grandes installations de brûlage en Amazonie. Depuis une dizaine de jours, un groupe d'habitants de l'Amazonie observe une grève de la faim dans une église de Quito afin de faire pression sur le gouvernement. Monsieur Salazar a déclaré que 73 torchères seulement avaient été fermées dans les provinces d'Orellana et de Sucumbíos. Mais le ministre de l'Énergie, Roberto Luque, a déclaré mercredi à une commission du Congrès que 145 torchères de Petroecuador avaient été éliminées et qu'un plan prévoyait d'en fermer 341 autres d'ici 2030, y compris celles gérées par des entreprises privées. Petroecuador a déclaré que la fermeture et le démantèlement de chaque torchère prenaient entre 12 et 36 mois en fonction de l'emplacement et d'autres facteurs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à son arrivée à Doha. Visite destinée à discuter du rapatriement des enfants ukrainiens de Russie. Depuis juillet 2023, le Qatar a contribué au retour des dizaines d'enfants ukrainiens amenés en Russie et dans les territoires occupés pendant la guerre de 2 ans. Rassemordim, Leila. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Qatar mercredi pour des entretiens avec l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani sur les relations bilatérales et les enfants ukrainiens détenus par la Russie. Dans un post sur son compte X, Zelensky a déclaré que ses entretiens avec les dirigeants qataris porteraient sur de nombreuses questions économiques et sécuritaires bilatérales. Le Qatar aide l'Ukraine à rapatrier les enfants enlevés par la Russie. Nous discuterons de ces efforts qui sont en cours au sein de la coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens et qui seront à l'ordre du jour
du sommet de la paix, a-t-il déclaré. En mars, l'Ukraine et la Russie ont échangé 6 enfants grâce à la médiation qatari. Les sommets de la paix en Ukraine devraient avoir lieu au Bergenstock Resort en Suisse les 15 et 16 juin. La conférence fait suite à une série de 4 réunions internationales visant à développer une compréhension commune pour une paix juste et durable en Ukraine. Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l'échelle internationale, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, ainsi que l'imposition des sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou. La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lugansk, qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à des référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.